Avec moi dans le studio, maître Frédéric Pichon, bonjour, avocat, et Sébastien Carrero, journaliste, bonjour. Qui vont intervenir avec moi sur deux sujets. En première partie, l'actualité s'impose bien évidemment après la chronique du Proche-Orient compliqué d'Antoine Assaf. C'est l'actualité de la Syrie qui va nous intéresser. Et notamment, maître Frédéric Pichon nous parlera d'une manifestation qu'il organise lundi à Paris, mais il nous donnera plus de détails dans quelques minutes. En deuxième partie, nous ferons un retour sur l'université d'été pour tous, qui s'est déroulée la dernière semaine du mois d'août dans le Berry, et qui a réuni de très nombreuses personnes, mais je crois d'ailleurs, maître Frédéric Pichon, que vous avez intervenu lors de cette université d'été, donc vous pourrez nous en dire quelques mots. Et Sébastien Carrero, qui était l'un des organisateurs de cette université d'été, nous apportera également son sentiment et surtout sur le déroulement de cette université d'été, mais surtout sur les perspectives, bien évidemment, qui se dégagent de cette formation intellectuelle et politique et militante, bien évidemment. Pardon, excusez-moi. Et nous aurons également par téléphone Gérard Leclerc qui a accompagné cette université d'été pendant toute une semaine au téléphone. Gérard Leclerc qui commence à être connu par les auditeurs de Radio Courtoisie, qui est écrivain, philosophe, journaliste, éditorialiste sur une radio concurrente et dans la presse écrite. Voilà, il a donc suivi tous ses travaux. Il avait été l'année dernière également présent une semaine lors d'une université d'été qui avait pour thème le mariage qu'on n'appelait pas encore pour tous à l'époque, mais le mariage homosexuel. Donc nous allons commencer avec la chronique d'Antoine Assaf. Antoine Assaf, allô ? Allô, oui, Alexandre, vous m'entendez ? Je vous entends très bien, et donc je vous laisse la parole pour votre chronique du Proche-Orient compliqué. Voilà, après un été chaud et qui a plu à ces Français qui aiment tant les vacances depuis les congés payés, la France suit les États-Unis aux marches de la guerre. Et elle affronte les paradoxes du Proche-Orient. Et nous sommes arrivés aujourd'hui au fruit de tous ces paradoxes. C'est que depuis le début des révolutions qui a commencé en Tunisie, suivi en Libye, et puis qui a mené à l'échec total en Égypte avec le président Morsi. Cet échec s'est exprimé, c'est que si une révolution doit mener la dictature verte islamiste à la place d'une dictature militaire, le Proche-Orient ne pourra pas survivre. Et c'est ce qui a permis à la Syrie elle-même, surtout Assad, de pouvoir tenir encore 2 ans au pouvoir, renforcer lui-même par cet argument que les islamistes ne sont pas capables de gouverner sans torture, sans emprisonnement, sans toucher aux libertés individuelles, ce qui a bien sûr perturbé tout le monde et ce qui a arraché aux rebelles syriens l'appui total que l'Occident donne d'habitude au régime démocratique. Sans oublier l'appui russe et l'appui de la Chine qui aujourd'hui montre que à Saint-Pétersbourg et dans le G20 que c'est la Russie qui mène la stratégie en profondeur. Poutine n'improvise pas. Poutine revient très loin dans cette stratégie qui nous ramène au tsar. C'est-à-dire que ce Proche-Orient, à partir duquel les tsars voulaient une protection pour les chrétiens orthodoxes, Poutine ajoute les intérêts de la Russie et à partir de cette flotte qui aujourd'hui de plus en plus se renforce à côté de Lataki et de Tartous, l'Amérique doit elle-même affronter une présence qu'elle ne peut pas effacer. L'attitude d'Obama est bien sûr une attitude hésitante. Il parle d'une frappe chirurgicale. Hollande suit. Et là, nous pouvons nous poser la question pourquoi la France est la seule à suivre. Les néoconservateurs, comme Dick Cheney à l'époque, ont suivi l'Irak car ils savaient que derrière cette intervention, il y aura un marché d'armement. Est-ce que le président français pense aussi faciliter son marché d'armement lui-même en Arabie Saoudite, qui est réservé aux États-Unis, et que, au-delà de cette alliance, il permettra des accords comme ceux de Rafale et du Charles Leclerc qui peuvent être débloqués. Lui qui hurle
du matin au soir son besoin d'argent, son besoin de milliards de dollars. Je n'affirme pas, je n'assène pas, mais j'essaie de comprendre que derrière cette stratégie, il n'y a pas uniquement les paroles de fidélité à ceux qui ont été massacrés à Aradour-sur-Glane, les anciens et les nouveaux bourreaux, comme l'a dit le président Hollande, car aujourd'hui, et après avoir découvert la manière dont les rebelles ont abordé une armée aussi cruelle, celle légitime en face d'eux, il y a eu plusieurs Aradour-sur-Glane, il y a eu des villages alaouites chrétiens détruits, massacrés, et qui sait qui a gazé qui, nous ne le savons pas encore. Les disparitions des évêques que nous avons évoquées plusieurs fois sur Radio Courtoisie, ces évêques ne sont pas revenus. Le père jésuite lui-même a disparu et beaucoup de tortures et de scènes de massacres continuent à y faire. Conclusion. La Syrie, aujourd'hui, après les révolutions arabes, est le pays qui révèle tous les paradoxes. Voisin du Liban, ce Liban qui voit une milice de Hezbollah intervenir dans sa guerre d'une façon ouverte. Et aujourd'hui, pour conclure, s'il y a des attaques ciblées et que ces attaques ciblées touchent la milice de Hezbollah au Liban, c'est là que partira l'embrasement, parce que les Hezbollah, nous les connaissons pour leur fugacité, pour leur, d'une certaine façon, forme de courage de miliciens, ils n'hésiteront pas à toucher par leurs missiles le Galilée. Et c'est alors qu'Israël interviendra, et nous risquons d'avoir une sorte de revanche de la guerre de 2006 s'il y a justement une riposte à partir du Liban. Nous savons très bien que cette configuration est sérieuse et que les attaques dont parle M. Hollande en disant que c'est des attaques dont les cibles sont uniquement militaires est une tautologie dans l'ordre de la logique et de la grammaire. Toute attaque doit être militaire, comme s'il y en avait d'autres qui visaient à massacrer des innocents. Toute cible est militaire par excellence, ce qui nous permettra de revenir justement à cette interrogation fondamentale, c'est que dans cette région, personne ne peut prédire une guerre justement d'une façon scientifique et légale. Louis XIV l'a compris et il l'a dit à son fils, ne refaites pas la guerre que j'ai faite, car la guerre est toujours de l'ordre de l'imprévisible. À vous, chers auditeurs, sinon adieu, Alexandre. Merci beaucoup Antoine Assaf. Vous êtes toujours au bout du fil. J'espère que ma voix est bien passée. Vous avez entendu quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je le disais aux auditeurs de Radio Courtoisie en tout début d'émission, je suis dans le studio avec Frédéric Pichon, avocat qui organise une manifestation lundi contre l'engagement de la France en Syrie, et avec Sébastien de Querero, journaliste. Si vous voulez bien, nous pouvons, si vous avez quelques minutes, discuter un peu de ce problème syrien et déjà soulever une question qui me semble importante, parce qu'au sortir de ce G20, les États-Unis semblent, bien que suspendus à la décision du Congrès du 9 septembre, c'est-à-dire de lundi, me semble-t-il, semblent prêts tout de même à lancer une offensive, et apparemment une offensive de plus grande envergure que ce qui était initialement prévu, suivi du petit caniche français incarné par notre président François Hollande. Simplement, ce qui est étonnant, c'est qu'ils envisagent donc une action de grande ampleur, mais ciblant également, là je cite ce que j'ai lu dans le journal ce matin, une liste de dirigeants ayant participé à l'attaque, de près ou de loin. À l'attaque, bien entendu, du 21 août, à l'attaque avec des armements chimiques, qui serait donc la cause de l'engagement américain et français. À ce jour, nous n'avons pas de preuves que le régime syrien serait à l'origine de cette attaque, voire nous aurions des preuves inverses. Une journaliste américaine ayant récolté des aveux de rebelles, je mets rebelles entre guillemets, ou de djihadistes comme on veut, disant qu'ils avaient fait transiter des armes chimiques par l'Arabie Saoudite vers
un groupe, disons, extrémiste de rebelles dont je ne me rappelle plus le nom, peut-être que vous l'avez, je sais plus si c'est Al-Nostra ou quelque chose comme ça, et que ne sachant pas utiliser les armes, ils seraient à l'origine, j'emploie le conditionnel, d'un accident, et d'où le fait que les victimes étaient du côté des rebelles et non de l'armée syrienne. En fait, ce serait un accident en provenance des rebelles. Donc aujourd'hui, on ne sait pas qui est à l'origine de l'attaque, et pourtant, l'attaque semble imminente. Est-ce que vous avez des précisions sur ce sujet? La question s'adresse à Frédéric Pichon ou à moi? À vous, si vous le souhaitez, et Frédéric Pichon pourra prendre... Oui, votre analyse me paraît justement très très appropriée parce que la seule raison qui pourrait pousser les forces internationales à intervenir, c'est l'usage de ces armes de destruction massive, comme on les appelle en général, et qui engagent le droit international et l'ONU à intervenir. Nous savons que les rebelles, jusqu'à maintenant, après 2 ans, n'ayant pas été appuyés jusqu'au bout par un monde qui hésite à savoir qui ils sont et qui, bien sûr, les traite de leur collision avec Al-Qaïda, n'ont d'autre possibilité que de provoquer cette intervention par les armes chimiques. Sont-ils assez cruels pour provoquer des innocents et permettre justement à ces armes chimiques soient la cause? Si on regarde les massacres dans les tours des Alaouites, même les disparitions des chrétiens, les églises, je crois, certains d'entre eux, les éviscérations, les scènes de torture permettent à savoir que certains d'entre eux sont capables d'aller jusqu'à ce point. Mais nous ne connaissons pas réellement l'utilisation de ces armes chimiques. Et l'armée syrienne est assez appuyée par les conseillers soviétiques, iraniens et dernièrement par les milices de Hezbollah qui ont changé la donne presque de la situation militaire pour se passer de ces armes chimiques. Mais il peut y avoir peut-être des erreurs commises. Antoine, je crois qu'on entend soit le vent, soit votre téléphone. Vous êtes peut-être trop près de votre téléphone, donc ça produit une sorte de bruit un peu difficile à l'antenne. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça si je reste debout comme ça? Voilà. Je suppose que c'est le vent, peut-être. Peut-être êtes-vous sur les remparts? Je vais me mettre à l'abri. Vous savez, je suis un marin et puis il y a une flotte qui se dirige quelque part là maintenant. Alors, je vous écoute. Là, vous m'entendez mieux? Parfaitement, Antoine. Merci. Moi, j'avais une question pour vous, Antoine. C'est cette implication du Hezbollah. On sait qu'au début, la milice libanaise hésitait à s'engager dans le conflit et que maintenant, ils ont été, voilà, il y a eu des déclarations des dirigeants. Il semble que cette milice se soit engagée de plein pied dans ce conflit. Est-ce que la seule présence de Libanais du côté des loyalistes n'implique pas à très court terme une contamination sur le territoire libanais? Et la contamination, telle que je la vois personnellement, c'est que le Hezbollah, depuis le dernier discours de Nasrallah, qui est la veille de l'engagement, où il a avoué que certains miliciens, il a avoué une centaine se trouvaient déjà en Syrie, était la fin d'une politique que je dirais indépendante et libre de la part de Nasrallah, qui a les discours courageux, et je crois qu'il a reçu l'ordre par les Iraniens et même les Russes d'être présents sur le terrain activement, une milice qui est épaulée, financée, comme vous le savez, par les Iraniens et les Syriens. Donc ils ne pouvaient plus faire uniquement de la politique de pression au Liban pour refaire les gouvernements obligés à Hariri à démissionner ou nommer à travers des alliances avec le général Aoun ou pas, qui est d'ailleurs qui vient presque de s'achever. Et je crois que s'il y a des attaques ciblées, la milice de Hezbollah a été classée par l'ONU comme une milice terroriste et non pas le parti politique. Le parti a été considéré comme un parti légitime dans son opposition. Donc la frappe qui viendrait des États-Unis et peut-être de la flotte, ou bien des missiles qui viendraient, les Tomahawks de la flotte, la 5e de la Golfe Persique, qui est la plus proche, peut viser cette milice en la considérant comme terroriste et impliquée dans ces attaques, sans toucher au Hezbollah comme parti politique. Et c'est pourquoi je considère que le Liban risque d'être le tournant le plus imprévisible de cette guerre. Surtout
Surtout que les Russes n'ont pas dit qu'ils protégeraient les positions libanaises, ils ont dit qu'ils étaient prêts à protéger leur allié syrien s'il est agressé sur son territoire. Le Liban n'est pas mentionné par Poutine, et il faut croire à ces nuances. Oui, j'aimerais ajouter que c'est ce que faisait remarquer Emery Chopra à propos de cette histoire de gaz, c'est que les Syriens, le pouvoir syrien n'a pas besoin d'utiliser des gaz pour neutraliser son adversaire, dans la mesure où, contrairement à ce qui est dit, il y a une supériorité militaire de la part du pouvoir syrien face aux rebelles. Donc on ne voit pas l'intérêt qu'aurait le pouvoir de Bachar el-Assad à un moment où il est dans le collimateur de tendre la verge pour se faire battre en utilisant des gaz. Donc je vois pas l'intérêt politique, je pense que c'est quand même un fin politique, de fournir justement à ses adversaires qui n'attendent que ça pour tomber dans le piège, et ce alors qu'ils bénéficient d'une supériorité militaire. Mais j'ajouterais que là, ce qui est intéressant, c'est quand même des prises de position comme Carla Del Ponte, Hans Blixen, ou même plus récemment Zbigniew Brzezinski, qui est quand même l'ancien conseiller de Carter, proche de la commission trilatérale. Et conseiller d'Obama. Et conseiller d'Obama, qui est beaucoup plus prudent récemment. Donc on sent bien qu'il y a une perception, pour une fois, un peu plus lucide de la part de ces gens qui, en général, ont par le passé joué aux apprentis sorciers en fomentant des révolutions qui ont fini par se retourner contre eux. Une perception plus lucide des risques d'embrasement et des conséquences. Donc si ces gens-là, aujourd'hui, qui sont plutôt considérés comme des mondialistes et des vactants de guerre, et tous sauf des conspirationnistes, émettent leurs plus grandes réserves et sur l'utilisation de ces gaz, en tout cas par le pouvoir, et sur la légitimité d'une action, a fortiori, on peut considérer que celle-ci ne repose plus sur aucun fondement moral ou philanthropique, mais à chercher ailleurs, dans la soumission de la France aux intérêts américains. Et j'ajouterais aussi au Qatar et à l'Arabie Saoudite, puisqu'Antoine Assaf évoquait tout à l'heure l'Arabie Saoudite. Il y a un contrat qui a été signé il y a 8 jours entre la France et l'Arabie Saoudite qui portait sur 1 milliard d'euros. Tout à fait. Sur la rénovation de 4 frégates, me semble-t-il. Oui. Antoine Assaf, est-ce que vous êtes toujours en ligne ? Oui, je suis toujours en ligne. Cette analyse... Alors, attendez, je vous dis juste... parce que en fait, on vous entend assez mal avec le vent ou le grésillement. Donc on va revenir dans le studio. Je vous remercie beaucoup de votre intervention et de votre chronique. Et nous nous retrouvons, j'espère, dans 4 semaines. Voilà, dès mon retour des champs de bataille, pour ne rien cacher. Merci beaucoup, Antoine Assaf. Antoine. À bientôt. Donc de retour dans le studio de Radio Courtoisie, à l'écoute du libre journal des lycéens, avec moi, donc maître Frédéric Pichon et Sébastien Cairo. Nous allons continuer sur cette affaire syrienne. Frédéric Pichon, vous soulignez tout à l'heure avec justesse ce contrat entre l'Arabie Saoudite et la France, donc qui porte sur la rénovation de 4 frégates, me semble-t-il, et 2 transports de pétrole pour 1 milliard de dollars ou d'euros, je ne sais plus, ce qui représente une somme et ce qui pourrait en effet expliquer la position de la France sur la Syrie. C'est pas la tradition française. Bon, on l'a vu que cette tradition a changé déjà avec Nicolas Sarkozy, avec l'intervention en Libye, puis avec il y a 1 an l'intervention au Mali, enfin moins d'1 an de François Hollande. Mais notre tradition n'est pas l'interventionnisme. Alors donc il y a cette question financière qui pourrait expliquer la position de la France. Il y a une autre explication, mais qui pour moi n'est pas satisfaisante, mais vous allez me donner votre avis, messieurs. C'est l'aspect moral. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Et François Hollande a déclaré en sortant du G20, de toute façon, nous sommes dans le camp de la morale. Je vous le dis, la citation n'est pas littérale, mais il employait le mot de morale. Comme d'habitude pour expliquer les actes les plus terribles, en fait, d'ingérence et de... Je me souviens d'un colloque qui s'intitulait Non à la guerre. À l'époque, il s'agissait de la guerre du Kosovo. Et déjà, à l'époque, les intervenants à la tribune critiquaient cette tendance à la guerre démocratique en disant d'abord que un principe ne valant que par sa généralité,
On se demande pourquoi ils n'interviennent pas auprès d'autres tyrannies locales, par exemple, justement, l'Arabie Saoudite en est une. Le Qatar. On parle toujours, le Qatar est une autocratie, même si la situation est un peu meilleure qu'en Arabie Saoudite, mais on parle toujours de la bombe iranienne. On ne parle jamais, donc à venir, dont ils souhaitent se rendre maître, mais on ne nous parle jamais de la bombe réellement existante qui est entre les mains des généraux pakistanais et dans un pays qui est extrêmement instable et qui est en voie de talibanisation depuis une dizaine d'années déjà, où la situation est extrêmement inquiétante, qui fait d'ailleurs l'inquiétude, j'ai envie de dire, discrète de l'administration Obama, puisque toute sa diplomatie se déploie sur la question nucléaire. La diplomatie Obama, c'est principalement la question de la Corée du Nord, le Pakistan, le nucléaire iranien, et en fait toute cette histoire là dont on nous parle, la Syrie, le Liban et tout ça, n'est évidemment que l'écran de fumée de la véritable cible, qui elle-même n'est qu'une étape dans une guerre prolongée contre la Chine, puisqu'en réalité la cible principale de toute cette campagne de tambour de guerre, c'est l'Iran. L'Iran lui-même, principal fournisseur de pétrole dans la région de la Chine. Et en réalité, l'objectif du bloc occidental, c'est détenant une position éminemment stratégique. Absolument. Prenez, chers auditeurs de Radio Courtoisie, une carte. On comprend nettement mieux les enjeux quand on voit où est situé l'Iran. C'est une clé de passage entre l'Occident et l'Orient. C'est la case centrale qui est proche de l'Afghanistan, qui constitue le centre géographique du monde. Et l'Iran est aussi un très grand pays, avec une population importante, avec énormément de richesses. Et en réalité, on assiste à une tentative des ultras de faire un regime change, selon l'expression consacrée anglo-saxonne, c'est-à-dire un changement de régime en Iran, cette fois en essayant de déstabiliser son principal allié dans la région, mais en réalité tout ça vise l'Iran, qui lui-même est un allié de poids, un allié énergétique de la Chine. Et en fait, l'objectif des Américains, des milieux financiers aussi qui sont derrière cette guerre, c'est de mettre la main sur l'approvisionnement énergétique de la Chine afin de pouvoir maîtriser sa croissance. Il y a le pétrole, il y a aussi le gaz, puisque les Qataris aussi sont un pays producteur et qui cherche à effectuer une mainmise. Donc le rôle du Qatar expliquerait aussi l'engagement de la France. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le rassemblement que j'organise lundi aura lieu à proximité de l'ambassade du Qatar pour bien mettre en évidence le fait que les donneurs d'ordre sont pas évidemment des ressorts d'ordre moraux, mais bien beaucoup plus prosaïquement économiques. Le Qatar achète la moitié des Champs-Élysées et il achète même une partie de la dette de la France. Donc on peut penser qu'il s'agit là aussi d'une contrepartie de cet engagement. Voilà, alors justement là vous mettez un peu les pieds dans le plat, parce que pour revenir à ma question, vous nous donnez des pistes de réponse, mais quel est l'intérêt français? Nous faisons de la politique, notre idée de la France, c'est que on doit défendre les intérêts de la France et seulement de la France. Je dirais qu'il y a eu un article intéressant sur la liberté politique de Roland Hureau, je crois, où il fait un parallèle entre le débat sur le mariage unisexe et puis la guerre en Syrie. Il se trouve que beaucoup d'entre nous avons été investis dans ces deux combats. On peut se dire quel est le lien, quel est le rapport. J'étais à une manifestation cette semaine où j'ai revu beaucoup de jeunes gens qui manifestaient contre la guerre, qui avaient manifesté contre la loi Taubira. Je veux dire qu'il y a sans être dans une vision un peu conspirationniste, mais c'est le chaos, c'est la lutte contre le chaos. On a voulu instaurer le chaos avec le mariage pour tous, en remettant en cause les fondamentaux de l'anthropologie humaine, avec l'idéologie du genre, et là on veut semer le chaos au niveau mondial. Donc à travers cette gauche française, il y a à la fois cette gauche, pardon, excusez-moi, Frédéric Pichon, cette gauche et cette droite, bien sûr, pseudo-droite, parce que encore une fois, nous le disions, cette manie de l'ingérence de type BHLienne commence nettement avec Nicolas Sarkozy. Tout à fait. Et l'intervention. Et d'ailleurs Copé sur ce point et sur la même ligne et sur le fond et sur la forme que François Hollande. Donc il ne s'agit pas de défendre le gouvernement, de défendre la droite contre le gouvernement Hollande. Simplement, j'ajoute qu'il y a deux éléments. Il y a à la fois un élément de diversion. On fait diversion comme on a voulu faire diversion avec le mariage unisexe par rapport aux vrais problèmes économiques et sociaux. Et là aussi avec cette guerre où Monsieur Hollande veut jouer au matamor en quelque sorte pour se donner une carrure de chef d'État qu'il n'a manifestement pas. Petit capitaine de pédalo qu'il est à la remorque de son donneur d'ordre américain. Eh bien, il y a en plus avec la gauche un discours moral. J'allais dire, c'est étonnant de voir quand même le changement de paradigme. Aujourd'hui,
il y a eu un sondage qui a été fait, la majorité des électeurs de droite sont contre la guerre, les plus hostiles sont les électeurs du Front National, et c'est chez les Verts, les écolos qui manifestaient dans les 70-80 contre l'arme nucléaire et pour la paix, qu'on voit les éléments les plus belliqueux. L'un des éminents représentants, Madame Duflot, ne daigne pas se faire accompagner par son compagnon d'ailleurs, je ne sais pas quel est le lien juridique entre ces deux personnes. Qui ne veut pas chanter la Marseillaise d'ailleurs. Qui refuse de se rendre le 14 juillet au défilé de notre armée. Quelle était sa phrase déjà? Je ne sais plus. Parce qu'il ne voulait pas soutenir les bruits de bottes des bellicistes, mais comme Madame Joly d'ailleurs avait déjà parlé des bruits de bottes, et voulait faire un 14 juillet citoyen. Oui, donc sans les bruits de bottes. Mais c'est marrant comme ces gens qui détestent l'armée aiment s'en servir. Mais c'est ce changement de cette bascule politique qui fait des Verts les tambours de guerre en fait est assez ancienne. Souvenez-vous que déjà au moment de la guerre du Kosovo, on voyait Moustache, Noël Mamère sur les antennes sur lesquelles il travaillait autrefois, puisqu'il est journaliste de profession, appelé à bombarder, à raser la Yougoslavie et particulièrement la Serbie, la République de Serbie, sous les bombes à uranium appauvries, qui ont fait merveille, puisque j'ai une amie qui à l'époque, je me souviens, m'avait raconté que l'hiver suivant, les cerisiers étaient en fleurs. Voilà, donc les Verts, et d'ailleurs ça a été une véritable catastrophe écologique, puisque les usines qui étaient sur le bord du Danube, ont absolument pollué la zone de manière définitive, enfin en tout cas pour les centaines d'années à venir. Et en effet, on voit que les Verts, les soi-disant écologistes, n'ont rien à voir avec l'écologie, ils sont toujours sur tout ce qui est transgressif, chaotique en fait, comme le disait Maître Pichon à l'instant, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois les promoteurs de la guerre, tambour de guerre, comme on a rarement vu ça en France depuis la guerre 14-18, et également grands promoteurs de tout ce qui est transgénique, transhumaniste, en particulier donc la question du mariage unisexe. Alors je voudrais revenir sur deux points, mais qui sont dans la continuité, parce que, et on verra dans la deuxième partie de l'émission, je crois, Sébastien Quérault et d'ailleurs Frédéric Pichon, vous pourrez nous en parler également, parce que vous avez fait lors de cette université d'été un pont, disons, intellectuel entre la question du mariage dit pour tous et l'intervention en Syrie, avec comme vous le soulignez tous les deux, ce tiret, disons, que serait la lutte pour l'ordre en fait, pour l'ordre et la civilisation, contre le chaos et le néant. Oui, l'ordre entendu au sens, non pas l'ordre des matraques, mais l'ordre harmonique, oui. L'harmonie. J'entends l'ordre au sens de mon maître Charles Maurras. Voilà. Alors, je voudrais quand même revenir sur cette question de la morale, qui me paraît absolument liée avec ce qu'on disait à l'instant. Quand on voit, je lisais dans le Parisien ce matin, que les Américains et les Français se posaient un problème parce que les rebelles, les gentils rebelles, n'étaient pas si gentils que ça, que des vidéos commencent de djihadistes. Alors je mets entre guillemets parce que en fait quand ils sont gentils, ce sont des rebelles, et quand ils sont méchants, ce sont des djihadistes dans la bouche de nos médias dominants. Alors les djihadistes voilà, on voit une vidéo, tout ça est atroce, mais bon. Où ils abattent de sang-froid 7 soldats de l'armée régulière syrienne, les mains dans le dos, donc qui prennent une balle chacun dans la tête, donc c'est absolument terrifiant. On voit également qu'un médecin de l'ONG Médecins sans frontières, cher à notre ami Kouchner, a été enlevé, apparemment abattu par ces mêmes rebelles. Donc là, il commence à se dire, en fait, on peut en soutenir, mais que les gentils modérés. Ce qui me semble assuré, parce que s'ils mènent la guerre, on n'est jamais modéré. Enfin voilà, il s'agit de combattre et de remporter la victoire, quel que soit le camp. Voilà, ce problème moral se pose aujourd'hui de manière assez drôle d'une certaine manière, parce qu'ils sont là enfermés dans leur propre piège, justement du camp du bien. On revient à toujours cette même rhétorique du camp du bien, mais qui là se trouve confronté à une ligne de fracture interne. Que ce soit à droite ou à gauche, enfin, même si les néoconservateurs sont en réalité des gauchistes qui se sont ralliés au Parti républicain dans le courant des années 80, fin des années 70, début des années 80, le néoconservatisme est profondément en fait une idéologie universaliste abstraite. C'est un universalisme abstrait, c'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de légitimer les logiques de puissance, des logiques d'intérêt, sous le masque je dirais, d'un interventionnisme bienveillant. Or, cette formule trouve aussi son parallèle à gauche. On a parlé d'un wilsonisme beauté.
Et en fait, le néoconservatisme est d'une certaine manière lui aussi un wilsonisme beauté, wilsonisme au sens des 20 points de Wilson à l'issue de la Première Guerre mondiale, qui était justement la promotion de la démocratie, la fin de l'ordre colonial, enfin tout un ensemble, je dirais, de principes abstraits appelant c'est un progressisme échevelé, si vous voulez, qui est à la fois utopiste dans ses buts, et qui là, lorsqu'il est endossé par une gauche de gouvernement, devient un instrument de pouvoir, un instrument de domination, un instrument d'impérialisme même. Puisque aujourd'hui, la logique n'est pas de dire, comme le disait Jules Ferry, les races supérieures ont des droits sur les races inférieures. C'est Jules Ferry qui dit ça à la Chambre des députés. Non, il s'agit de dire maintenant, non pas d'opposer en gros les blancs aux orientaux, les Européens aux Orientaux, ou les Occidentaux aux Orientaux, mais d'opposer les démocraties aux dictatures. C'est ce qu'explique très bien Gaël Brustier dans son dernier ouvrage qui s'intitule « La guerre culturelle aura bien lieu ». Ce à quoi on assiste, en fait, c'est une forme particulière d'occidentalisme. C'est d'ailleurs tout à fait la phrase de Claude Guéant, pour faire le rapprochement aussi avec la droite d'affaires. Claude Guéant ne disait pas « la civilisation helléno-chrétienne est supérieure aux autres civilisations en ceci qu'elle promeut la personne humaine, la dignité, etc. » Non, il dit ou les libertés, contre le despotisme oriental. Il dit, elles promeuvent l'autonomie, la condition féminine et le progrès contre la tyrannie et le despotisme, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur intrinsèque. Oui, c'est pas l'Occident chrétien. Voilà, c'est pas l'Occident chrétien qui est promu, c'est la démocratie, c'est-à-dire c'est les principes de Copenhague, si on voulait résumer. C'est les principes de Copenhague. Or, cet empire, en fait, c'est un empire sans limite. Il faut reprendre ce que disait Philippe Muret dans Festivus Festivus lorsqu'il parlait de la guerre en Irak. Ce qui se passe, ce à quoi on assiste, en fait, c'est l'abattement de toutes les haies, de toutes les frontières, de toutes les souches même sous lesquelles pourrait se cacher un peu de négativité. Voilà. Le régime d'Assad n'est pas un régime idéal, mais il constitue une sorte de contrat historique entre les minorités du pays. Loin s'en faut. Mais rappelons, ça nous paraît à tous être une évidence, que d'une part, nous ne sommes pas les juges des régimes de pays étrangers. Nous avons à juger notre propre régime dans notre propre pays. Nous n'avons pas, chacun après est libre justement et se débrouille. D'autre part, nous ne faisons pas de morale. Alors, mais on en a besoin justement de la morale. Non, mais on peut en faire un peu, puisque quand ils se comportent pour justifier, ils en ont besoin pour justifier les guerres. Alors justement, je voudrais, et après je vous laisse bien évidemment la parole, soulever un point qui m'a étonné, c'est-à-dire que toujours à propos de François Hollande, et après nous y reviendrons parce que nous avons plusieurs auditeurs qui nous posent des questions sur François Hollande. François Hollande donc justifie, donc je l'ai dit tout à l'heure, d'un point de vue moral, sa volonté d'intervenir. Là, il s'est pris une belle claque au G20, parce que personne ne le suit sauf les États-Unis, y compris l'insipide monsieur Van Rompuy, président de l'Union européenne, se désolidarise de sa position. L'Allemagne ne suit pas. Il était renvoyé dans ses buts par Vladimir Poutine, et là on ne saurait que le féliciter. Mais j'ai trouvé une phrase intéressante de François Hollande en disant en ce moment, je médite beaucoup sur la Deuxième Guerre mondiale. En fait, on imagine qu'il pense à Munich, ces choses-là, mais vu à la lumière de ce que vous venez de dire, ça m'intéresse en fait. Parce que je crois que François Hollande est tout sauf un imbécile. Oui. Ce n'est pas un homme d'État, c'est sûr, mais ce n'est pas un imbécile. Et je crois qu'il ne dit pas des choses comme ça par hasard. Pour moi, c'est un signe de ralliement, se disant, je me mets dès le début dans ce camp du bien contre, comme on appelait ça, le camp des ténèbres, là, on peut dire. Oui, le camp des ténèbres, enfin bon. Frédéric, vous avez un commentaire, sinon je veux juste dire un mot à ce sujet, sur la négativité et sur l'intelligence de François Hollande. Oui, François Hollande se met délibérément dans le camp du bien. Ce que je regrette, et c'est malheureusement, même si je reconnais comme vous qu'il est très intelligent, je regrette qu'il fasse preuve d'une très grande paresse intellectuelle. C'est-à-dire que l'histoire ne se représente jamais, n'est-ce pas, sous les mêmes couleurs. Il s'agit pas de Munich, là. Je veux dire, Assad n'est pas Adolf Hitler, et il n'est pas au bord d'envahir la Pologne. Donc, le problème, c'est que à faire preuve d'une telle paresse intellectuelle, ils vont commettre des erreurs, justement, dues à cette même paresse. La principale étant
je crois qu'ils sont à 2 doigts de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'il ne faut pas oublier que si une guerre comme ça s'ouvre, la France, même si elle n'était pas le petit tambour en tête des lignes qui s'avance vers la Syrie, serait concernée de toute façon au premier chef, parce qu'il y a une très forte minorité arabo-musulmane dans ce pays, qui ne laissera pas cette guerre se faire sans y prendre une part ou une autre. D'ailleurs, je rappelle que le Qatar a des pieds là-bas par le biais des différents rebelles, y compris parfois d'ailleurs des Européens de souche convertis ou des afro-maghrébins, si vous voulez, qui sont européens de naissance au sens géographique, ils sont nés sur le sol européen et qui vont partir là-bas pour se battre. Je pense d'ailleurs à toute la filière belge qui est très importante. Et on a encore entendu ce matin que des braquages avaient pour objet le financement d'activités dites djihadistes en Syrie. Donc, il faut bien comprendre que l'Europe et la France et la Belgique au premier chef sont en première ligne sur ce sujet. Quand bien même nous ne serions pas concernés par une guerre américaine de ce type, nous serions sommés de prendre position puisque nous avons maintenant, en fait, ici une base arrière de l'islamisme international. Ça ne concerne pas tout l'islam de France. Ne tombons pas dans l'hystérie. Ça ne concerne bien évidemment pas tout l'islam de France. J'espère d'ailleurs qu'une partie des musulmans résidant en France prendront une part active à la mobilisation contre la guerre en Syrie, ne serait-ce que par solidarité, je dirais, ethnique avec ces gens ou par solidarité culturelle. Mais le risque est plus important encore de voir se développer ici, comme c'est le cas en Belgique, des véritables noyaux de djihadisme parce que la Syrie entretient des liens particuliers avec la France. Je voudrais, pour compléter, et après je vais laisser Maître Frédéric Pichon répondre, mais 2 auditeurs de Radio Courtoisie nous envoient des observations ou des questions qui vont dans le sens de ce que vous venez de dire, et donc on va s'attacher à commenter. Excusez-moi, je fais tomber les messages. Alors, un premier auditeur nous dit... En ce qui concerne M. Hollande, n'est-il pas un paradoxe entre le fait d'imposer une hégémonie dans le monde entier et de ne pas savoir régler les problèmes de sécurité dans notre propre pays, entre parenthèses Marseille? Je lis le deuxième message et nous répondrons ensuite. L'engagement insensé de M. Hollande contre le régime de Assad n'est-il pas... Oui, enfin, n'est-il pas une manière de masquer son bilan désastreux, notamment sur le plan économique, et d'autre part, une volonté de séduire toujours plus sa clientèle électorale favorite habitant dans les banlieues? Donc là, on a vraiment 2 questions qui sont dans le prolongement exact de ce que vous veniez de dire, Sébastien Carrero. Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse, Frédéric Pichon. Je prétends pas sonder les reins et les cœurs. Je pense qu'il y a plusieurs explications. D'abord, il y a l'explication quand même économique que j'ai donnée tout à l'heure, liée au fait que la France est de plus en plus soumise au Qatar et l'Arabie Saoudite, et qui est quand même un élément d'explication qui me semble assez pertinent. Il y a la soumission de la France aux intérêts américains, ça depuis longtemps, et ça a commencé sous Sarkozy, donc la perte de souveraineté et la réintégration dans l'OTAN. Après, il y a certainement aussi des éléments de diversion. Comment rebondir, comment se redonner une stature de chef d'État. Je pense que ça peut être aussi l'occasion, effectivement, de faire oublier les réels problèmes. Donc là, c'est la théorie de l'enfumage et de la diversion, qui est un élément, mais qui, à mon avis, n'est pas l'élément suffisant. Pour ce qui concerne la nouvelle clientèle de François Hollande, je ne pense pas que son machiavélisme aille jusque-là, mais qui sait, pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Je pense que ça va jusque-là. Lorsqu'on voit Manuel Valls, encore une fois, ministre préféré des gens de droite, vraiment, les gens de cette droite-là sont... Enfin, je ne les qualifierai pas parce que nous sommes sur Radio Courtoisie. A annoncé qu'il allait doubler d'ici la fin de l'année le nombre de naturalisations, c'est-à-dire qu'ils vont transformer du jour au lendemain de purs étrangers, enfin ce n'est pas insulte que de les appeler des étrangers, en français avec le droit de vote. Alors, moi je fais un calcul simple, il leur reste 4 ans avant les prochaines élections présidentielles et législatives, si rien ne se passe d'ici là. 4 ans, vous en faites 100 000 naturalisations par an, ça fait 400 000. À 400 000, vous faites basculer une élection présidentielle. C'est certain. Alors là, il y a une explication assez rationnelle, puisqu'elle a été donnée par Terra Nova, qui est le groupe à penser du Parti Socialiste, il y a un peu plus d'1 an, où il constate qu'il faut abonner les sujets sociaux
au profit de sujets sociétaux. Donc ils se rendent compte qu'ils ont perdu, on va dire, les classes populaires. Aujourd'hui, 51% des ouvriers votent pour Marine Le Pen. Donc le PS, c'est maintenant des bobos. Or les bobos ne constituent pas la majorité de la population française. Donc le salut de la gauche, c'est effectivement les nouveaux électeurs. C'est ce que dit Terranova. Donc c'est ces nouvelles terres des élections. C'est la raison pour laquelle le droit de vote des immigrés aux élections locales sera un des prochains dada de la gauche, parce que je vois pas comment ils pourront avoir de nouveaux électeurs. Mais à mon sens, ils contournent le problème, parce que le droit de vote, c'est un de ces marronniers qui revient très souvent, mais le droit de vote toute la couronne parisienne. Le droit de vote plein et entier, c'est la naturalisation. Oui, bien sûr. Là, vous avez des citoyens, ils votent à toutes les élections, et surtout aux plus fondamentales, présidentielles, législatives. Et là, ils conservent... c'est une manière de conserver le pouvoir, tout simplement. Écoutez, aux États-Unis, lorsqu'on parle de sécurité, la première question que posent les authentiques conservateurs, les paléoconservateurs, aux hommes politiques qui leur promettent des guerres à l'étranger, c'était par exemple le cas en Irak. Je pense là à des gens aussi différents que Patrick Buchanan ou Ron Paul. Ils disent, mais que faites-vous de la frontière? Attendez, il y a plus personne pour garder la frontière, et vous nous promettez que la sécurité nous sera garantie parce qu'on contrôlera Kaboul et Bagdad. J'ai envie de répondre la même chose à François Hollande. Commence déjà par t'occuper de Marseille. On verra la Syrie après, qui nous montre ce qu'il sait faire au panier ou dans les quartiers nord. Après, il nous montrera comme il est très fort en Syrie. Heureusement, ils ont envoyé 24 CRS en supplément, donc voilà. La République sera sauvée. Voilà, donc je crois que là, les Marseillais devraient d'ailleurs se manifester à leur pouvoir public. Écrivez à votre député et demandez. Les Marseillais se manifestent. J'ai été très surpris. J'ai fait le tour la semaine dernière des résultats électoraux aux dernières cantonales à Marseille. Il y a 8 cantons de mémoire. Sur les 8 cantons, au deuxième tour, il y a systématiquement soit un candidat du Front National, soit un candidat étiqueté d'extrême droite. Je ne vois pas pourquoi il serait d'extrême droite, mais bon, disons de la droite nationale. Voilà, le signe, il est là. Mais simplement, en face, c'est toujours l'UMP ou le PS qui gagne. Et donc, cette ville est gérée par Gaudin, alors que 40% des gens veulent un parti un peu plus ferme. Voilà, je vous propose de clore cette page sur la Syrie. Je vais laisser la parole à Frédéric Pichon pour annoncer et donner les détails de la manifestation qui est prévue lundi, donc organisée par le collectif Non à la guerre en Syrie. Donc je vous laisse la parole, Frédéric Pichon. Voilà, donc il y a un collectif Non à la guerre en Syrie que j'ai déclaré qui organise une manifestation donc lundi à 19h à proximité de l'ambassade du Qatar entre la rue de Tilsit et l'avenue de Friedland. Donc on a plusieurs personnes dans le comité de soutien, Roland Dumas, Émeric Choprade, Jacques Bompard, Marion Maréchal, Paul-Marie Couteau, Jacques de Guibon. Un certain nombre de personnalités qui nous soutiennent. Certains seront là, d'autres seront là uniquement par la pensée et le soutien moral. Donc je vous demande de venir nombreux à ce rassemblement. Il est important de bien mettre en évidence la soumission de la France, et c'est la raison pour laquelle nous avons notamment organisé ce rassemblement devant l'ambassade du Qatar, parce qu'il me semble important de montrer que ce n'est pas pour des motifs moraux ou philanthropiques avant tout, mais bien en raison de la soumission de la France aux intérêts américains et aux intérêts qataris, qu'on nous engage dans cette guerre dont les conséquences peuvent être terribles. Il y a également un autre rassemblement cet après-midi qui est différent mais qui est complémentaire à 18h place Dauphine, organisé par des étudiants anti-impérialistes plutôt liés à l'Action française, auquel je participerai. Donc il y a 2 rassemblements, un cet après-midi à 18h30, 18h place Dauphine, et donc lundi, il y a un compte Facebook d'ailleurs qui a été créé, collectif Non à la guerre en Syrie, que vous pouvez relayer, consulter et partager, donc à 19h, donc à l'angle de la rue Tilsit et de l'avenue de Friedland. Voilà. Bien, merci beaucoup Frédéric Pichon. Nous allons attaquer notre deuxième partie. Avant toute chose, une auditrice de Radio Courtoisie vous demande, Frédéric Pichon, petite question indiscrète, est-ce que vous avez un lien de parenté avec Olivier Pichon ? Non, c'est un homonyme, et je préciserai parce qu'il y a également 2 Frédéric Pichon, qui est le fils d'Olivier Pichon. Concernant l'émission, est-ce que Frédéric Pichon est bien la même personne entendue sur Radio Africa ? Non, c'est Frédéric Pichon, il y a l'avocat, donc c'est moi, et puis il y a Frédéric Pichon, le professeur d'histoire, qui est d'ailleurs de surcroît spécialiste de la question syrienne, donc il est certainement plus compétent que moi sur ces questions. C'est un ami, un homonyme, mais nous n'avons aucun lien de parenté.
Et je vais lire un message, je ne sais pas si c'est un auditeur ou une auditrice. Vous venez d'affirmer publiquement « Hollande n'est pas un imbécile ». Cette phrase est constitutive du délit de propagation de fausses nouvelles, délit prévu et puni par la loi. Un juge d'instruction vient d'être nommé qui va vous convoquer pour vous inculper. Bon, je pense que ça doit être du maître Triomphe qui doit être derrière ça. Enfin, voilà. J'accuse pas sans preuve. Mais à culpa, cher auditeur. Je pense que fondamentalement, on ne peut pas être un parfait imbécile et devenir président de la République. Je pense que cet homme est extrêmement nuisible à la France, mais malgré tout, il doit avoir une sorte de lueur d'intelligence. Non, mais il a une intelligence tactique qui est absolument évidente. Bon, le problème, c'est qu'il gouverne la France comme on pilote le Parti socialiste, c'est-à-dire en faisant des motions de synthèse, qui est pas une très bonne idée, surtout lorsqu'on veut aller en guerre. Il est pas très rassurant. Non. Mais disons qu'il est quand même arrivé avec une équipe de sous-préfecture, quoi. On a Cécile Duflot, quand même.